Les indices de la Terre plate, partie 8, force créatrice. Nous abordons ici le design de la Terre plate sous l'angle de l'omniprésente question du pourquoi. Et bien que nous passions en revue certaines caractéristiques techniques du dôme dont nous avons déjà parlé, je vais essayer de le faire avec l'approche du pourquoi je le ferai. Quelqu'un m'a récemment dit qu'en dépit du fait que le dôme était un concept à grande échelle, il rendait notre monde beaucoup plus petit, un peu comme ce que l'amiral Byrd exprimait dans une interview à une époque. Cette personne m'a également confié que cela la rendait triste, ce que je comprends. Et alors que j'ai fait ce que j'ai pu pour la réconforter, je réalise que j'aurais pu faire plus. Donc cette vidéo est faite pour ceux qui contemplent notre monde avec un regard neuf et qui dérivent vers un état de mélancolie. En préface, ce n'est pas une prison et vous n'êtes pas un rat de laboratoire. Et avant que j'en termine, j'espère pouvoir vous convaincre avec cette version du pourquoi. Pour commencer, rappelons-nous une vieille histoire, une de celles que vous avez pu entendre et qui implique un monde fermé, un peu comme le nôtre. Je dis un peu comme le nôtre car le design abouti sur lequel nous nous tenons aujourd'hui a subi plusieurs révisions dans à peu près tous les secteurs. Comme dans tous les projets, il y a au départ beaucoup d'idées. On voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on progresse dans le processus jusqu'à arriver à quelque chose qui n'est pas forcément validé par tout le monde, mais qui satisfait au mieux à tous les critères. Un des premiers concepts de dôme impliquait une race d'individus prodigieusement dominés par l'ambition. Ils n'avaient pas de mots pour paresse ou crainte. Ils absorbaient rapidement la connaissance, intégrant la physique, l'électronique avancée, l'ingénierie, et nourrissaient leur technologie de l'énergie tirée du monde fermé lui-même. Et quand leur technologie arriva à un stade où la structure fut découverte dans son ensemble, il n'y eut pas de réaction d'émerveillement ou de stupeur. Ils ont juste regardé le ciel et plissé des yeux. Finalement, ces plissements se transformèrent en regards furieux. Oh, ne doutons pas qu'ils avaient une religion, et celle-ci était intégrée dans leur vie quotidienne. Mais pour eux, ceci n'avait rien à voir. C'était un défi, presque comme s'ils n'étaient que peu impressionnés. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Réalisez que votre monde a des frontières, mais au lieu d'en être effrayé, levez le poing en l'air avec arrogance. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Tellement confiants et puissants que lorsqu'ils comprirent exactement où ils se trouvaient, une nouvelle priorité s'installa. Au début, ils créèrent des chaînes de broadcasting dans lesquelles ils critiquaient les architectes du dôme, exigeant des réponses, et les diffusaient jour et nuit. À la fin de chaque programme, les mêmes mots revenaient. Nous savons, mais l'arrogance manque de patience. Leurs exigences ne rencontrèrent que le silence, ce qu'ils prirent pour un rejet flagrant. Cela nourrit encore plus leurs ambitions. Le peuple abandonna ses efforts pour tenter de franchir la barrière externe et mit au point un nouveau plan. Si les créateurs ne voulaient pas se présenter, alors ils construiraient un pont pour aller à leur rencontre. Donc un bâtiment fut construit. Mais appeler ça un bâtiment, c'est un peu comme appeler une pyramide un château de sable. C'est la plus incroyable structure jamais conçue, en tout cas pour eux. Elle faisait 50 km à sa base et plusieurs centaines de kilomètres de hauteur, suffisamment haut pour atteindre le plafond du dôme, où ils rencontreraient leurs architectes face à face. Ils abandonnèrent complètement la nature et mis de côté leur système écologique pour pouvoir accomplir leur objectif. Ils détruisirent des pans entiers de montagnes qu'ils avaient l'habitude d'admirer pour fournir la matière première nécessaire à l'incroyable structure. Les équipes de construction travaillèrent avec une précision parfaite et il était clair qu'ils allaient réussir. Un pont jusqu'à l'extrémité du ciel. Le travail ne s'arrêtait que pour permettre à cette armée puissante d'en bas de lever la tête en criant « Nous venons pour vous !» si fort que par jour de beau temps, on pouvait sentir le dôme vibrer. Et les architectes, confrontés à leur premier grand défi, décidèrent de recommencer. Les gens furent changés, leur langage fragmenté, de telle manière qu'ils ne purent continuer la construction. La tour fut démantelée, leur technologie supprimée et oubliée, et le peuple dispersé.
Un nouveau groupe fut introduit dans le dôme, divisé de toutes les manières possibles, de sorte que l'unité était quasi impossible, et tout fut ralenti. Le langage évolua pour se transformer en multiples dialectes, et il produisit des textes qui eux-mêmes produisaient différentes formes de culture, et quelques surprenantes choses commencèrent à se produire. La plus importante d'entre elles concernait les arts, et les architectes du dôme virent le fond artistique se transformer en plusieurs formes distinctes. Tout ce qui se dessinait sur n'importe quel médium de surface plane, tout ce qui se moulait en une forme tridimensionnelle, tout ce qui produisait de la musique, tout ce qui impliquait le corps humain et les mouvements, et tous les travaux d'écriture, de photographie, de sculpture, de musique, de danse, de littérature. Les arts, mus par la passion, c'est l'essence même de ce qui est bon pour l'humanité. Et une fois que ce fut reconnu, toutes les méthodes mises en place dans le dôme s'orientaient vers la culture et l'amélioration de ce processus. La température et la géologie des masses continentales furent équilibrées afin de permettre l'éclosion de tout type de terrain, des montagnes, des rivières, des océans, des plaines, des forêts, des jungles, des déserts, tous des plus stupéfiants, tous des plus stimulants pour l'esprit humain, le nourrissant. Et les changements continuèrent, avec des nuances de climat apparemment infinies. Le ciel fut restructuré, une lune fut ajoutée, ainsi que des couches et des couches et des couches d'étoiles, de sorte qu'un jour, lorsque les gens seront capables de voir au-delà de leur propre personne, il y aura toujours quelque chose de nouveau à voir. Et les arts continuaient de fleurir. Mais il y avait un coup. La division créée par le langage et la culture avait mis la population en désaccord, et les guerres faisaient rage, régulièrement. Les architectes se demandèrent si le prix à payer n'était pas trop fort. Des plans furent élaborés pour changer les choses, jusqu'à ce qu'ils remarquent qu'en dépit des pires conflits, l'art continuait de fleurir, produisant grâce et beauté, quelles que soient les horreurs en cours. C'était à la fois merveilleux et terrible, et le débat, à l'extérieur de la barrière, s'intensifiait, jusqu'à ce qu'une majorité se détacha et déclara « Ce monde est l'expression d'une force créative, et nous devons voir où elle nous mène. La barrière doit être cachée à tout prix. » Le modèle du globe fut alors introduit dans la population, ainsi que la science et la religion. L'art s'y accrochait comme une nouvelle drogue. Les esprits créatifs de la terre entière s'en emparaient, produisant une explosion de nouveaux concepts, leur univers étant maintenant infini. Et les règles de la science, soudain, changèrent et devinrent science-fiction, ce qui ouvrait la porte à n'importe quoi. Livres, photos, sculptures, danse et musique, tous plongeaient dans l'espace, pendant des décennies d'extraordinaires possibilités, s'élevant au-dessus des ruines à leurs pieds. Et ce n'est pas que les artistes, c'est chacun d'entre nous, nous qui contaminons l'autre, qui contaminera l'autre, et qui en inspirera d'autres, qui le construira, qui le peignera, qui le sculptera, le chantera, puis le montera sur un piédestal, l'exposera à la lumière et proclamera « C'est un morceau de ce que nous sommes ». Et pour chacun d'entre eux, il y en a 100 de plus qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent exprimer les airs, les images, les histoires qu'ils ont dans leur tête. L'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance, car elle est sans limite. C'est un bouclier, une épée contre la cruauté des forces destructrices. Il y a ceux qui, là, sont en plein chaos, dont la vie est prise dans un cauchemar permanent, duquel ils ne pensent jamais pouvoir s'échapper. Ceux-là sont les vrais guerriers de notre monde, et ils sont bien plus braves que moi. Je suis forcé à l'humilité pour ceux qui souffrent le plus. Sachez que les montagnes et les océans ont été faits pour vous. Tout ceci a été fait pour vous, pour vos luttes et vos épreuves contre le feu. Cela peut être aujourd'hui ou demain, mais un jour, le rideau va se fermer et ce décor sera détruit. Et quand la poussière retombera, peu importe où vous serez, vous aurez une vue d'ensemble, votre regard changera, vous réaliserez ce que merveille veut dire. Et alors que vous quittez ce théâtre pour un autre, mon espoir est que vous fassiez une pause pour le regarder une dernière fois
en vous disant, j'y étais, vous savez, là, dans le cœur de l'action. Et c'était dur à voir, parce que c'est vraiment une chevauchée de l'enfer. Imaginez ce que le prochain sera. Merci de votre attention, c'était Mark Sargent.